Je m'appelle Thibaut Gabriargues. J'ai cofondé une société de conseil et je vais expliquer un petit peu après ce qu'on fait, qui s'appelle Rivage. Et je suis accompagné de Marie-Charlotte Anstedt, qui est ingénieure agronome, écologue, chercheuse au CNRS. Je te laisserai dire 2 mots sur toi juste après, Marie-Charlotte. Et je suis ravi qu'on fasse ce webinaire ensemble parce que moi, j'ai découvert ton profil et ton histoire en écoutant un podcast sur un podcast du Monde, pardon, qui s'appelle Chaleur humaine, proposé par Nabil Wakim, dans lequel justement tu racontais, et c'était au même moment, à peu près au même moment que les débats qui avaient lieu sur la loi du plomb. Et donc tu vas nous raconter cette histoire après. Donc tu travailles toi sur les services écosystémiques, sur les sujets de rendement de parcelles agricoles. Et j'ai trouvé ton histoire à la fois très inspirante et très concrète. Et c'est des récits dont on a besoin aussi, nous, pour avancer, accélérer la prise en compte des enjeux environnementaux en général, de la biodiversité, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, dans nos stratégies, dans nos sociétés, etc. etc. Voilà. Peut-être que je te laisserai te présenter juste après. Quelques mots sur nous, Rivage. Donc, comme je vous l'ai dit, pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, nous, on est une société de conseil. On est spécialisé sur les enjeux de biodiversité. On a une mission qui est d'accélérer la prise en compte de la biodiversité dans l'économie. Et très rapidement, si ça vous intéresse, on vous enverra aussi le replay. Donc, vous pourrez re-regarder ça plus en détail. Mais en gros, on a développé à la fois des outils de sensibilisation pour aider à la compréhension des liens d'impact et de dépendance des entreprises aux écosystèmes et aider à la compréhension de la place que la biodiversité occupe au niveau stratégique des entreprises. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, on a tout un volet accompagnement de démarche biodiversité des entreprises, à la fois diagnostic sur la chaîne de valeur et sur les sites des entreprises et construction de feuilles de route, de stratégie biodiversité. Voilà, ça c'était pour la partie auto-promo. On va pouvoir attaquer aujourd'hui, donc on va passer 1 heure ensemble. Qu'est-ce qu'on va voir? On va parler de services écosystémiques, comme son nom l'indique dans le titre du webinaire. Marie-Charlotte, tu nous raconteras aussi l'histoire grâce à laquelle moi je t'ai connue. Comment est-ce que tu as, à travers tes travaux et tes recherches, remarqué que le manque de services écosystémiques dans les parcelles de cassis en Bourgogne avait impacté les rendements. Tu vas nous raconter aussi en quoi la prise en compte de la biodiversité, ça a des bénéfices économiques, mais pas seulement. Tu nous parleras des difficultés que tu as rencontrées et comment est-ce que toi aussi, tu œuvres à développer, déployer la démarche que tu as mise en place dans ces parcelles en Bourgogne à l'ensemble de l'agriculture et est-ce que c'est possible? Voilà, donc il y aura un petit moment questions-réponses à la fin de ce webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions d'ores et déjà dans le chat et on les prendra à la fin du webinaire. Marie-Charlotte, merci beaucoup d'être là. Nous, on a l'habitude de commencer, de débuter tous nos webinaires par cette question, celle que tu vois à l'écran. Que représente le vivant pour toi, Marie-Charlotte? Alors d'abord, merci de l'invitation et de la première question qui est quand même la plus difficile. En fait, le vivant pour moi, c'est se réveiller sous une tente au milieu d'une forêt. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui m'a, emmenée, dès toute petite faire du camping sauvage, à droite, à gauche et c'est vrai que je pense que c'est lui qui m'a habituée, au vivant, à respecter la biodiversité, parce que voilà, on arrive le soir, on a son sac à dos, on cherche un endroit, un petit peu comme un animal en fait, pour, passer la nuit. Un endroit sympa, avec un petit peu d'eau, et puis contrairement au rythme effréné qu'on a dans nos villes, eh bien, on pose ses affaires et on retrouve le rythme de la nature et on retrouve des choses, un peu animales en fait, hein, d'aller chercher, 2-3 plantes aromatiques, ou alors, 2-3 baies, qu'on trouve, à côté du campement et puis on prend le temps d'écouter
tous ces bruits de la nature qu'on a oubliés. On prend le temps, de sentir, toutes ces odeurs, voilà, moi j'adore, l'odeur de la pluie, pendant les orages, un peu moins sous la tente d'ailleurs. On prend le temps, de ressentir la température qui baisse et toutes ces perceptions, en fait, quand on se retrouve dans sa tente, qu'il fait nuit, qu'on n'a pas de lumière, on les a encore plus et je pense que c'est là qu'on ressent le plus le vivant, ce rythme jour-nuit, le rythme des animaux, le rythme qu'on entend différemment, à l'aube, pendant la nuit et voilà, moi je pense que le vivant pour moi c'est vraiment ça, c'est être, dans ces forêts, et vraiment, être une petite chose qui écoute et qui regarde, pour comprendre ce qu'est le vivant. Parfait. Merci pour cette, description très inspirante et moi je te rejoins et je comprends complètement ce que tu dis. J'ai passé une dizaine de jours, sous la tente, dans les montagnes pyrénéennes, cet été et du coup je comprends complètement, ce que tu décris là, quoi. Donc merci pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet, sans transition, hein. On va parler des services écosystémiques. Moi, je voulais dire en introduction, nous, chez Rivage, on travaille à faire prendre conscience à la place que doit occuper la biodiversité dans les enjeux stratégiques des entreprises, et à faire comprendre que sans elle, sans la biodiversité, bah, les entreprises, elles ne pourraient pas fonctionner comme elles fonctionnent aujourd'hui, et même nos sociétés en général ne pourraient pas fonctionner comme elles fonctionnent aujourd'hui. On en a parlé pendant qu'on préparait ce webinaire, Marie-Charlotte, et on s'est rejoint un petit peu là-dessus, hein, sur l'intérêt de placer, de parler des enjeux business, et de faire ce lien entre les enjeux business et les écosystèmes pour faire en sorte de reconsidérer les enjeux de nature dans les entreprises. Ce que vous voyez à l'écran, là, c'est en gros ce qu'on appelle les services écosystémiques. C'est les 3 grandes catégories de services écosystémiques. Les services écosystémiques, la définition telle qu'on l'entend, c'est en gros, c'est les bénéfices qui sont offerts par la nature, les espèces vivantes, les écosystèmes, aux populations humaines. Les 3 grandes catégories, c'est ce qu'on appelle les services d'approvisionnement, les services culturels et les services de soutien et de régulation. Et c'est tout ce qu'on trouve dans la nature pour nous loger, pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous soigner, pour atténuer les canicules, pour faire en sorte qu'on ait des sols stables, etc., etc. Ça, c'est tout ce que la nature, les écosystèmes nous offrent comme service et qui permettent à nos sociétés de fonctionner. Et il désigne, et voilà. Et donc, c'est une notion qui est assez importante pour faire le lien entre business, pérennité de l'entreprise et écosystème. Est-ce que Marie-Charlotte, toi déjà, bah, si tu as envie de compléter ma définition, vas-y, tu peux y aller. Mais surtout, ma question, c'est aussi de nous dire, pour toi, en quoi ils sont essentiels pour prendre en compte la biodiversité, et pourquoi cette notion est essentielle pour prendre en compte la biodiversité dans les entreprises, et pourquoi est-ce que c'est une notion essentielle pour essayer d'aller parler le même langage que le monde économique? Alors, ces services écosystémiques, déjà ta définition était super, y a pas de souci. Parfait. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, souvent, les gens qui sont pas, écologues, on leur parle de biodiversité et ils vont parler, d'une petite plante, d'une orchidée ou alors, du panda, ou, des ours blancs ou des lions qui sont en train de disparaître. Parce qu'en fait, ces services écosystémiques, le grand public et puis, les décideurs économiques, ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, tu vas voir, moi j'ai plein de petites anecdotes. Cette année, j'ai ma fille qui est partie faire ses études, à Montpellier, donc, loin de maman et d'un seul coup, et ben, elle s'est aperçue que, le rangement, le ménage, la vaisselle, la belle maison avec le jardin, des tickets de bus gratuits, tout ça, c'était des services, qu'elle considérait comme acquis, gratuits et en fait, quand on se retrouve à vivre tout seul, bah, ça coûte cher dans une vie d'étudiant de faire tout ça et en fait, l'homme par rapport aux services écosystémiques, c'est un peu, voilà, comme une étudiante qui vient de se retrouver toute seule dans une chambre.
On s'aperçoit que, ça a une valeur énorme quand il y en a plus. Mmh. Et c'est pour ça que, donc les écologistes scientifiques, hein, depuis qu'on s'aperçoit vraiment de cette baisse importante de la biodiversité, on a essayé plein de moyens, pour que les gens le perçoivent réellement. Et effectivement, ces services écosystémiques, alors on a des fois essayé de leur donner une valeur, en dollars, en millions de dollars. C'est assez compliqué, on sait que c'est beaucoup. C'est de l'ordre du PIB, de plusieurs pays, tous les ans. C'est 50, Mais c'est 50. comment est-ce qu'on peut donner un prix à l'oxygène qu'on respire? Ouais. On peut vraiment. Comment on peut donner un prix à, une plante, qui va produire, un médicament anticancéreux? Mmh mh. Donc on a, ces services écosystémiques qui sont hyper importants pour nous. Donc je vais en prendre un peu plus. Donc tu as parlé de l'approvisionnement, donc c'est tout ce qui est nourriture, pêche, chasse, heu, les fibres. Moi j'aime bien rajouter les médicaments parce que la quasi-totalité de nos médicaments sont issus du monde vivant. Et donc, si, la petite moisissure qui produit un antibiotique, disparaît, et ben, cet antibiotique ne sera jamais disponible pour les humains. Et malgré nos techniques, on a toujours de plus en plus, évolué. On a toujours besoin d'un exemple biologique pour être capable de, trouver une molécule pharmaceutique efficace. Et puis, dans les autres services, hein, on a tout ce qui est, purification de l'eau, de l'air, des déchets organiques. Heu, et par exemple, quand les astronautes doivent se débarrasser de leurs déchets organiques, sans avoir, tout ce service écosystémique qu'on a sur Terre, ça leur pose un véritable problème de quoi faire de leurs déchets. On a une régulation du climat, donc l'approvisionnement en oxygène, donc par la photosynthèse des plantes, donc ça date pas d'aujourd'hui, hein. C'est une accumulation, sur des millions et des millions d'années, mais on respire grâce aux plantes. Et puis, ces outils-là, en fait, on en a beaucoup dans l'agriculture aussi. Donc moi, j'insiste un peu sur l'agriculture, parce que c'est mon domaine, j'ai à la fois une thèse en écologie, je suis ingénieure agronome et j'ai aussi été agricultrice, chef d'exploitation agricole pendant plusieurs années. Et pour les agriculteurs, les services écosystémiques, c'est ceux qu'on appelle de régulation. Donc c'est la régulation des ravageurs, par, des méthodes, voilà, écologiques. Et puis c'est la pollinisation. Et par exemple, aujourd'hui, on se retrouve avec, des entreprises qui essaient de nous vendre des mini robots abeilles pour aller polliniser les cultures, qui coûtent très cher, les mini robots, alors qu'en fait, il suffit, de laisser la nature faire et de laisser revenir les abeilles, sauvages dans les champs, et ce service-là, il est gratuit, Mmh. il ne nécessite aucun travail. On Et en plus, il va apporter toutes les autres services écosystémiques, dans les champs et pour les personnes qui sont autour. Je ne sais pas si vous avez, dans l'auditoire et si toi aussi, Marie-Charlotte, tu as en tête, cette image, dans une région, de Chine, je crois que c'est le Sichuan, où il y a des êtres humains qui pollinisent à la main, les vergers de pommiers, parce que, les espèces pollinisatrices ont complètement disparu du fait de l'utilisation de produits, chimiques, trop importantes, quoi. Et du coup, ils ont fait disparaître ce service essentiel à la pollinisation, des vergers. Et donc ça représente aussi un coût financier pour eux parce qu'ils sont aussi obligés d'employer, une main-d'œuvre supplémentaire. Au-delà, du fait, que, les espèces, d'abeilles et les espèces pollinisatrices aient disparu, quoi. Donc c'est un très bon exemple. Et je ne sais pas si tu voulais rajouter autre chose, mais du coup, pour moi, c'est une bonne transition avec, la partie qui suit, qui est celle, de l'exemple, grâce auquel je t'ai connu, pardon, l'exemple des producteurs de cassis. Est-ce que tu peux nous raconter, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as découvert dans ces parcelles de cassis et comment est-ce que tu as travaillé justement pour faire en sorte de faire revenir,
les capacités fonctionnelles des écosystèmes pour ces champs de cassis? Ouais. Alors moi, j'ai commencé à travailler sur le cassis, je pense en 2017. C'est des producteurs de cassis, qui m'avaient, invitée à une réunion, à une discussion, parce qu'ils avaient des problèmes de rendement. La culture de cassis donc en Bourgogne devenait non rentable. Donc le cassis en Bourgogne, c'est principalement une variété qu'on appelle le noir de Bourgogne et qui est utilisée pour faire les meilleures crèmes de cassis de Dijon et crèmes de cassis de Bourgogne. C'est dans une AOC, ce qui veut dire que s'il y a pas de cassis noir de Bourgogne, on ne peut pas produire, de liqueur de cassis sous ces AOC et donc c'était un problème vraiment de la filière, avec un manque de matières premières et les agriculteurs, alors je vais pas dire qu'ils comprenaient pas pourquoi, mais ils avaient plein d'hypothèses. Ça pouvait être, le froid, le climat, les gelées, ils m'ont appelée en fait pour travailler sur, une cochenille et puis, en discutant avec eux, d'après ce qu'ils me disaient, moi, je voyais plutôt un problème de pollinisation. Heu Une et cochenille, heu, pardon, Marie-Charlotte, une cochenille, tu peux préciser ce que c'est peut-être pour alors ce... une cochenille, c'est un petit insecte, piqueur-suceur, qui pique la plante, qui boit la sève, qui bouge pas, hein, ça reste, immobile sur la plante, qui peut aussi, transmettre des maladies et en fait voilà, c'est un petit peu une sangsue pour nous, voilà, l'équivalent. Merci. Hem donc voilà, donc on discute un peu et moi je pensais que c'était plutôt les pollinisateurs. Donc on a trouvé un accord, je travaillais un peu sur la si je travaillais sur la cochenille, il voulait bien que je travaille aussi sur les pollinisateurs. Donc j'ai fait les 2 et donc la première année, j'ai été dans les champs, et j'ai été compter les pollinisateurs qui restaient, dans les vergers de cassis. Donc, on va dire que ça a été la pire saison de terrain de ma vie, parce que je partais le matin, il faisait beau, pour aller, compter, des pollinisateurs et je rentrais le soir, j'en avais quasiment pas vu. Donc pour moi, ça a été, bien que je connaisse la baisse de la biodiversité depuis très, très longtemps, que je l'ai vu à différentes occasions, cette saison de terrain 2018, ça a été vraiment, marqué dans ma carrière comme aujourd'hui, il y a plus de pollinisateurs et j'ai eu la chance que, bon, j'en ai trouvé très, très peu et j'ai eu la chance qu'un agriculteur me donne, des vieilles données qui avaient été prises par l'INRA dans les années 80 et donc j'ai pu comparer mes comptages à ceux qu'ils avaient fait, 40 ans plus tôt, ce qui manque souvent pour objectiver la perte de biodiversité et donc, on a pu voir que 99 des pollinisateurs avaient disparu dans les champs de cassis entre les années 80 2018. Donc, heu, on va dire que c'est quand même assez énorme. C'est compatible avec ce qu'on sait parce que, il y a un article allemand qui est très, très connu, qui montre qu'il y a en milieu préservé, donc en milieu non agricole, en milieu protégé, on a des pertes de masse d'insectes de l'ordre de 75 à peu près sur les mêmes années. Donc si dans un endroit où on épand classiquement beaucoup de pesticides, on a 99 d'extinction, c'est tout à fait cohérent. Mmh. Derrière, on s'est dit: «Mais s'il y a plus de pollinisateurs, pourquoi il y a encore du cassis?» Peut-être qu'en fait le cassis s'auto-féconde, qu'il a pas besoin des pollinisateurs. Donc pour ça, j'ai mis des grands filets, sur plusieurs buissons de cassis. Au moment de la floraison, j'ai rajouté sous ces grands filets des bourdons qui étaient obligés de rester, sous le filet, donc obligés de polliniser les fleurs de cassis, ils avaient pas le choix et après on a comparé la production de cassis collectée à la main, ce qui a pris pas mal de temps, entre les différentes zones où on avait obligé des bourdons à polliniser et différents buissons en pollinisation naturelle. Et donc là, on a reçu une deuxième grande claque qui était qu'on a réussi en pollinisation optimale à, multiplier les rendements par 3,5.
qui est absolument énorme. Heu c'est tellement énorme, que, j'ai vérifié 3 ou 4 fois toutes mes données, parce que je me disais: «Mais c'est pas possible de faire plus de 10 tonnes hectares en noir de Bourgogne». Voilà, les agriculteurs m'ont même jamais dit que c'était possible. Donc j'ai présenté les résultats aux agriculteurs, et il y en a un qui a levé la main qui m'a dit: «Bah oui, c'est ce que faisait mon grand-père dans les années 80, une très bonne année». Et donc là, on s'est aperçu que, les pollinisateurs, en fait, ont disparu petit à petit. Les agriculteurs savaient qu'il y avait un problème de pollinisation, mais comme c'est arrivé de façon très, très graduelle, on est passé d'un état où il y avait beaucoup de pollinisateurs à un état où il y en avait plus, de façon tellement graduelle que les agriculteurs ne s'en sont pas aperçus et n'ont pas perçu, en fait, l'ampleur de ce déclin de pollinisateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que les données des années 80 avaient été faites par l'INRA à un moment où les agriculteurs se plaignaient déjà d'un manque de pollinisateurs. OK. Donc là, le problème était bien cadré. On l'avait, il n'y a plus de pollinisateurs. Si on rajoute des pollinisateurs, on va avoir plus de baies de cassis. OK. Ce qu'on fait classiquement, c'est de rajouter des abeilles domestiques. Sauf que la fleur de cassis, c'est une petite clochette. Et pour l'abeille, en fait, aller chercher le pollen et le nectar, c'est un petit peu compliqué parce que, c'est un peu compliqué pour elle, un petit peu acrobatique. Il y a pas beaucoup de nectar, il y a pas beaucoup de pollen dans chaque fleur. Donc dès qu'il y a, un champ de moutarde ou de colza à côté, l'abeille préfère aller sur cette nourriture qui est beaucoup plus accessible, plutôt que de rester sur les champs de cassis. Donc effectivement, elles viennent un peu sur le cassis, mais s'il y a mieux ailleurs, elles s'en vont. Donc rajouter des ruches, ça marche pas trop. Rajouter des bourdons, en fait, bah, c'est un petit peu comme les abeilles. S'ils n'ont pas le choix, ils pollinisent le cassis, mais s'il y a une meilleure ressource, ils vont préférer une autre ressource. Et donc ça vaut pas le coup de rajouter des ruches à bourdons autour du cassis. Heu, donc parallèlement à ça, en fait, moi j'avais mis des hôtels à insectes, autour des vergers pour faire un inventaire des abeilles, présentes, et on s'est aperçu qu'il y avait des petites abeilles sauvages qu'on appelle des osmies. C'est celles qu'on voit beaucoup dans les hôtels à insectes qu'on met dans les villes, dans les jardins. En fait, dès qu'il y a un trou, dans du bois ou une tige creuse, c'est elles qui viennent en premier, pour pondre et laisser leurs descendants là. Et ces osmies, c'est bien parce que, elles sont relativement faciles à élever, et donc il a été possible, de façon expérimentale, de tester si ces osmies, pouvaient polliniser, le cassis. Donc là, on a refait des expériences, sans filet cette fois, mais en mettant des zones avec des osmies, on a essayé 2 espèces, des zones sans osmies, pour essayer de voir si ça améliorait les choses. Et là, on va dire que moi j'étais un peu déçue parce que ça a marché, mais on avait une augmentation de rendement, on va dire entre 20 et 30. Donc par rapport à 3,5, en rendement, moi je trouvais que c'était pas terrible. Mal habitué, tu as été mal habitué. Ouais, c'était pas terrible, 20. Mais en fait, là, c'est des agriculteurs, là, ils ont vu que c'était possible. Et là, tout de suite, 20-30. J'ai eu la question tout de suite: «Bon, bah, alors comment on fait pour le faire au niveau du champ?» OK. Donc on a, un petit peu, co-construit la solution, avec les agriculteurs. Donc moi, j'avais montré ça expérimentalement, avec mon équipe. Et avec les agriculteurs, on a regardé ce qui était proposé. On s'est aperçu que racheter des osmies tous les ans, c'était pas terrible, ça allait leur coûter très cher. Et en fait, avec un bénéfice, voilà, pas très important. Donc ce qu'on a mis en place, c'est, un élevage d'osmies à la ferme. Ça veut dire que, les agriculteurs vont poser des hôtels à osmies avec, quelques cocons. Les osmies sortent du cocon,
vont, butiner les fleurs, les polliniser et reviennent dans l'hôtel à osmie pour, pondre, enfin déposer, du pollen, pour que leur descendance se développe. À la fin de la saison de pollinisation, quand c'est la fin de la saison des osmies, les agriculteurs récupèrent les hôtels à osmies. Pendant l'hiver, ils récupèrent les nouveaux cocons à la ferme. Et donc l'année d'après, ils font le cycle eux-mêmes de façon tout à fait naturelle et en plus, même si on part d'une base de cocons qui sont pas nés sur, l'exploitation, au fur et à mesure, on a des abeilles qui sont vraiment, autochtones, et qui éventuellement pourraient même se spécialiser sur le cassis. Mmh. Donc ça, les agriculteurs, on les a aidés un petit peu avec de la RSE des sociétés. Ça marchait pas mal, et en plus on a vu que si il y avait un moment où les abeilles manquaient un petit peu de nourriture. Donc on a incité les agriculteurs aussi à semer des bandes fleuries dans les vergers de cassis. Et là, il y avait un peu plus de réticence, parce que les agriculteurs avaient peur que ces bandes fleuries, ramènent soit des maladies, soit rentrent en compétition pour le cassis, pour l'eau, pour les nutriments. Et donc, pour ça, on leur a proposé de mettre juste une bande fleurie, tous les 9 rangs de cassis, de façon à ce que s'il y ait un effet, négatif, il soit pas trop développé. Et donc en fait, ce système, on l'a proposé aux agriculteurs et on va dire qu'on leur a proposé un système de base et maintenant c'est un petit peu à eux de l'améliorer, un peu comme ils le veulent. Donc il y a des agriculteurs qui font que des osmies, d'autres qui ont osmies et bandes fleuries. Et ce qui est intéressant, c'est que, les agriculteurs ont beaucoup discuté derrière notre dos, quoi, à savoir qu'est-ce qui était bien. Ils ont renoué réellement des liens entre eux, et celui qui a un peu plus d'expérience, sur les osmies, bah, en fait, il va donner, son savoir-faire aux autres agriculteurs. Et en fait, les meilleurs ambassadeurs qu'on a eus sur, cette agroécologie, c'est les premiers agriculteurs qui ont essayé et qui ont été vraiment convaincus, de l'impact de ces mesures. Ce qui est intéressant, c'est que, bah, une fois qu'ils ont les osmies, ils rajoutent les fleurs sauvages et puis, ils s'aperçoivent bien que les insecticides, les pesticides, bah, c'est pas très bon pour la reproduction des osmies. Et maintenant, bah, c'est les agriculteurs eux-mêmes, conventionnels, qui nous disent: «Mais comment on fait pour limiter, la toxicité de nos intrants sur nos abeilles?» Et donc, on a les agriculteurs ont soulevé différents problèmes, de ravageurs. Donc, il y a un problème puceron, il y a un problème sur des chenilles de papillons de nuit, qui mangent les fleurs. On a aussi des problèmes fongiques et sur ces, différents problèmes de ravageurs, les agriculteurs nous ont demandé de trouver des solutions, plus en accord avec la biodiversité, de façon à pouvoir rétablir cette biodiversité dans les champs. Et donc ce qui au début de l'étude était mon problème, moins de pesticides dans les champs, comment faire pour aller vers l'agroécologie, c'est devenu un problème commun avec les agriculteurs. Génial. OK. Et on va le voir juste après, mais c'est bien, tu as commencé à en parler. C'est ça qui a permis aussi de créer du lien aussi entre les agriculteurs et je pense que le meilleur, pour que ça soit le plus efficace, pour que ça fonctionne aussi, c'est que le message, c'est quand il est porté par eux aussi. On voit la complexité qu'on a aujourd'hui dans le milieu de l'agriculture, quoi, à faire passer des messages plutôt d'agroécologie. Il y a toujours un conflit entre l'agriculture conventionnelle, l'agriculture agroécologique. Et c'est vrai que du coup, quand ces messages de protection des écosystèmes sont aussi portés par des agriculteurs qui sont à la base dans une logique plutôt conventionnelle de l'agriculture, eh ben, c'est un bon signal aussi pour faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Et moi, j'avais une autre question à te poser, c'est qu'il
il me semblait que tu m'avais raconté aussi que l'usage des pesticides, il avait aussi détruit, tué les parasitoïdes qui étaient là aussi pour limiter le développement de la cochenille. C'est vrai? Ouais. Alors tout à fait. Donc ça, parce que j'ai pas fait que les pollinisateurs. Donc cette cochenille, déjà, j'ai fait un petit peu d'histoire. La cochenille, elle vient d'Asie. Elle a été introduite à la fin du 19e siècle en Italie. Donc on l'appelle la cochenille blanche du mûrier parce qu'elle se développait sur les mûriers qui servaient de nourriture pour les vers à soie, à l'époque où l'Italie est très, très, très connue pour ses soieries. Et la cochenille blanche est donc venue envahir les mûriers et ça tue les plantes, hein, c'est quand même une méchante cochenille. C'est vraiment un gros problème. Et donc, ce qu'ils ont fait à cette époque-là, ils ont envoyé des chercheurs en Asie essayer de trouver des ennemis naturels à cette cochenille. Ils ont rajouté des parasitoïdes. Donc les parasitoïdes, c'est Alien. C'est un petit insecte de la famille des guêpes, mais qui pique pas, qui pond ses œufs dans la larve qui pond ses œufs en fait dans une larve d'un autre insecte. Et la larve de parasitoïde mange de l'intérieur l'insecte dont on veut limiter la prolifération. Et après, sort de l'insecte et va en détruire d'autres. Donc ils ont fait ça un petit peu à l'arrache comme on sait de la lutte biologique à la fin du 19e siècle. Ils ont relâché les parasitoïdes. Et puis, peu de temps après, il y a eu la guerre de 14, donc on n'en entend plus parler. Et puis, on n'entend plus parler de cette cochenille dans la littérature scientifique jusque dans les années 50. Okay. Et dans les années 50, cette cochenille redevient un problème, en particulier dans les vergers. Donc en anglais, elle s'appelle White Peach Scale, donc la cochenille blanche du pêcher. Parce qu'il y a eu des attaques très 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 importantes, pas uniquement en Europe, hein, sur tous les continents. Donc les chercheurs ont commencé à rechercher qu'est-ce qui se passait sur cette cochenille dans les années 50. Et la solution, en fait, c'était d'arrêter les insecticides. Cette cochenille, en fait, elle est comme mon bras dans son plâtre. Hein. Elle vit sous un bouclier cireux imperméable. Donc, en fait, quand on pulvérise de l'insecticide, elle est sensible à l'insecticide 2 fois 3 jours par an. C'est pas du tout évident de voir quand elle est sensible. Par contre, les parasitoïdes, et on a aussi des micrococcinelles qui mangent ces cochenilles, les deux sont extrêmement sensibles aux insecticides. Et ce qui se passe, c'est que plus on traite aux insecticides, plus on tue ce qu'on appelle les auxiliaires, les parasitoïdes et les prédateurs, moins la cochenille a d'ennemis naturels et plus elle se développe. Par contre, c'est assez amusant parce qu'au tout début, les agriculteurs, avec qui je discutais se plaignaient: «Ouais, non mais les produits qu'on a, ça marche pas bien, hein». Même, hein, j'ai l'impression que plus je traite, plus j'ai de cochenilles. Ils l'avaient vu, mais c'était, on va dire, psychologiquement impossible de penser que ces produits miracles qui sont les pesticides, qu'on leur survend depuis les années 50, étaient responsables, en fait, de leur principal problème avec cette cochenille. Wow. Donc, aujourd'hui, ça reste quand même compliqué pour les agriculteurs quand je leur dis: «Si vous avez des cochenilles, ne traitez pas, ça va aller». Et donc ce qu'on fait, c'est que très souvent, moi je vais avec un petit microscope de poche, qu'on peut connecter, sur les téléphones portables et ce que voient les agriculteurs, c'est que la cochenille fait des dômes blancs.
à l'œil nu et ce qu'on leur montre avec, le petit microscope, c'est qu'en fait, il y a aussi des parasitoïdes, il y a aussi des micrococcinelles et que, il vaut mieux laisser tout ça tranquille, et que, moins on met de pesticides, moins il y aura de cochenilles. Mmh. C'était, la double peine au final, quoi. Les pesticides, ça a à la fois, diminué, de manière, extrêmement forte, les espèces pollinisatrices et à la fois, les insectes qui étaient là pour réguler, les populations de ravageurs, quoi. Donc c'est assez fou, quoi. Mmh. Exactement. Donc, c'est comme mon exemple du début, c'est un service écosystémique. On s'aperçoit qu'il existe, quand il n'existe plus. Ouais, exactement. Merci pour ce récit. C'était très clair et très passionnant. On en a parlé un petit peu, tu en as parlé un petit peu des bénéfices aussi entre le lien qui se crée entre les agriculteurs, avec, le traitement des enjeux de biodiversité. On va repasser, on passe, rapidement, là-dessus, mais moi j'aimerais, te reposer une question sur la partie difficultés, limites aussi que tu as rencontrées pour embarquer ces agriculteurs ou d'autres choses sur les territoires aussi, qui est important à prendre en compte quand on parle de transition aussi. Si tu veux nous en parler très rapidement. Alors les difficultés, il est sûr qu'au début, quand je suis arrivée en disant: «Vous avez des problèmes de pollinisation, il faut mettre des petites fleurs, protéger les abeilles et arrêter de mettre des pesticides, vous aurez plus de problème de cochenilles». On va dire que c'est inaudible par un agriculteur parce que ça va à l'encontre de ce que tous les chercheurs racontent depuis, 70 ans et depuis 70 ans. Donc forcément, depuis, l'apparition des pesticides, de synthèse, on va dire, gros début années 50-60, depuis, tout ce qui a été, le remembrement, toutes les incitations de l'État à aller vers des grandes exploitations, avec, une agriculture industrielle, technique, avec de plus en plus, d'intrants, avec, de plus en plus de technicité. Là où on a favorisé, ce type d'exploitation, là où l'agriculteur qui était reconnu pour, ses qualités d'agriculteur, un bon agriculteur, c'est quelqu'un qui sait bien se servir des produits phytosanitaires. Et quand d'un seul coup, on change de paradigme en leur disant: «Oh waouh, attendez, hein, les produits phyto, on va en mettre de moins en moins, et puis on va rechanger, on va revenir à des techniques de grand-père», forcément, c'est difficile à entendre. Voilà. Et puis souvent, les agriculteurs, ils ont l'impression que, on sort les solutions de notre chapeau, Mmh. et puis qu'on les a pas vraiment testées. Voilà, donc en fait, la première chose à faire, c'est d'avoir la confiance des agriculteurs, de les écouter, et puis, de reconnaître, les difficultés qu'ils ont, dans la production. Donc, les difficultés, elles vont être d'ordre un peu psychologique et social. Toute ma vie, j'ai fait ma carrière d'agriculteur en conseillant les bons produits et là, d'un seul coup, il faut que je change en disant: «Un bon agriculteur, c'est quelqu'un qui met pas beaucoup de produits». On va dire que là, c'est vraiment sociétal et c'est pour ça, que je m'accompagne maintenant, d'une chercheuse en socio-anthropologie, de façon à mieux comprendre ces freins et ces leviers, qui dépendent beaucoup de la sociologie. Mmh. Après, il y a bien entendu, les difficultés techniques. Moi, au début, avec mes bourdons, je trouvais qu'un rendement x3, c'était super, mais les agriculteurs, ils m'ont dit: «Beh, nous, on ne sait pas cultiver le cassis sous filet, ça coûterait trop cher. Il faudrait changer toutes les machines, il faudrait, replanter, tous les vergers, c'est juste pas possible». Et donc, voilà, dépasser cette difficulté-là, ça a été de trouver les osmis. Et à chaque fois qu'on met quelque chose c'est comme toujours avec le vivant, hein, c'est que des réseaux, c'est des choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. On met en place les osmies, on va rajouter les fleurs. Après les fleurs, on va essayer de trouver quelque chose contre les pucerons.
ça va. Les fleurs, ça sert aussi contre les pucerons. On a des cirfes, donc qui sont des diptères qui mangent les pucerons, qui sont aussi favorisés par les bandes fleuries. Et à chaque fois que les agriculteurs mettent en place des mesures agroécologiques et une diminution des pesticides, il va y avoir d'autres problèmes qui vont arriver et il faut les accompagner quasiment au jour le jour pour trouver des solutions avec eux. Et puis bien sûr, il y a le facteur économique qui est extrêmement bloquant. C'est parfait et on en parlera, juste après, aussi de comment est-ce qu'on peut, essayer de passer, pas outre, mais de composer avec ce facteur, économique. Heu, Pendant nos échanges aussi, donc, on a beaucoup parlé, du cassis. Toi, tu m'as évoqué aussi ta volonté d'aller travailler, et de déployer ton modèle, sur d'autres vergers et sur d'autres, fruits. Tu m'as parlé du cerisier. Donc en quoi, toi, pour toi, est-ce que tu penses que ton modèle, il est transposable à l'ensemble de l'agriculture française? Qu'on parle, de champs, de parcelles qui ont besoin de pollinisation et même de parcelles qui n'ont pas forcément de besoin de pollinisation. Mais au moins dans la démarche, comment est-ce que tu penses que ça peut être transposable? Et si tu as envie de l'illustrer aussi par, les travaux que tu vas commencer à mener sur les cerisiers, bah, ça peut être, l'occasion. Alors, ce qui se passe, c'est que, ce service de pollinisation, les plantes cultivées, on les a souvent sélectionnées pour qu'elles aient moins besoin de pollinisateurs. Mais malgré ça, s'il y a une bonne, population de pollinisateurs, de façon générale, on va avoir des fruits plus nombreux, plus gros, plus sucrés. Et comme pour le cassis, moi je suis persuadée que pour beaucoup d'autres espèces, cultivées, rajouter des pollinisateurs permettrait d'augmenter le revenu des agriculteurs. Et effectivement, ce mécanisme de transition de l'agroécologie en augmentant le revenu des agriculteurs est pour moi un levier, très puissant pour l'agroécologie. Donc effectivement, cette année donc, avec Mathilde Tissier, donc, ma collègue de Strasbourg, on va commencer à, appliquer un petit peu le même protocole qu'on a fait sur le cassis, sur, la culture de cerisier. Évaluer l'importance, du service de pollinisation, évaluer l'augmentation de rendement et de revenus de l'agriculteur si on rajoute des pollinisateurs en quantité suffisante. Et d'ailleurs, on va faire ça donc cette année, sur les cerises et puis j'ai un projet européen qui a été accepté. Donc ce modèle-là va aussi être développé, sur d'autres petits fruits, dans toute l'Europe. Donc ça, c'est, la dernière bonne nouvelle. Oh, génial. Voilà et après, donc moi je me spécialise sur, la pollinisation. Et plutôt les fruits, hein, c'est ma spécialité, mais j'ai des collègues aussi, qui eux ont travaillé sur les grandes cultures et qui ont eu des résultats, pas tout à fait comme les miens, mais du même acabit qui montrent que, par exemple, sur les cultures de colza et de tournesol qui sont pollinisées par, les abeilles, si on réduit les pesticides, les insecticides de 50 on augmente le revenu des agriculteurs. Conventionnel, voilà, on ne parle pas de bio, on parle d'agriculteurs conventionnels. En colza et en tournesol, réduire les pesticides permet d'augmenter le revenu de l'agriculteur. Donc ça, c'est des choses, qui sont en train de développer, dans l'atelier, Planet Val de Sèvres. Et puis, j'ai encore, d'autres collègues au CNRS, dont un qui vient d'être, médaille d'argent au CNRS pour ses travaux. Lui, il s'est intéressé sur, l'importance, des micro-organismes, pour le développement des plantes. Alors bon, il y a plein de gens qui font ça dans le monde, hein. Donc on sait que pour les humains, le microbiote est quelque chose de très important et que, si on n'a plus de microbiote, on est quand même sérieusement malade. Et ce qui se passe, c'est que les plantes aussi ont des microbiotes. Ils ont des microbiotes, racinaires et puis des endomicrobiotes, qu'elles ont aussi, à l'intérieur.
Et dans les cultures, avec la pulvérisation de tous les pesticides, tous les fongicides, il y a énormément, hein, de champignons, impliqués dans ces relations qu'on appelle symbiotiques ou mutualistes. En fait, on s'aperçoit que, on a tué un peu le symbiote. On a tué l'ami qui vous veut du bien, en essayant de tuer, les, champignons qui posent problème sur les cultures. Et de plus en plus, c'est une des grandes questions, en ce moment, est-ce que la limitation des rendements en blé qu'on observe depuis, les années 90 ne serait pas directement due au fait qu'on a tué les symbiotes, on a tué le microbiote des plantes avec les pesticides et que donc elles n'arrivent pas à produire beaucoup, parce qu'elles n'ont plus, leurs endosymbiotes et leur microbiote, racinal. Donc oui, c'est adaptable à l'ensemble de l'agriculture française et à mon avis, à l'ensemble des cultures. Si on restaure les services, écosystémiques en lien avec l'agriculture, on augmente les rendements, on augmente le revenu de l'agriculteur, on diminue les pesticides, on est sur du win-win-win. Mmh. Mais c'est un travail complexe et il y a une industrie aussi, qui est derrière et ça, et du coup, ça me permet de poursuivre sur le dernier sujet dont on avait, parlé aussi, c'était, justement sur ces enjeux de transition, de financement de la transition. Comment est-ce que, on aide justement ces producteurs, à, changer de méthode, à réduire l'utilisation d'intrants, qui vont du coup impacter les rendements sur le court terme avant que ça les impacte positivement sur du moyen et du plus long terme. Hem Du coup, là, ma question, c'est un conseil pour accélérer le changement de pratique dans les champs. Mais si tu veux, parler et rebondir sur ce dont on avait évoqué justement sur ces enjeux de, comment on accompagne, financièrement, la transition, des agriculteurs, ça peut être l'occasion, c'est Ouais. le moment. Donc, ce qui se passe en fait, c'est que, sur toute une chaîne de valeur de production, de produits agricoles, on a les agriculteurs, les transformateurs, les distributeurs et puis tout derrière le client. Les agriculteurs, je parle des conventionnels parce que les bios sont déjà, convaincus, donc je m'attaque, aux conventionnels. Ils sont, dans un système, où, on leur demande de prendre tout le risque de la transition. Ça veut dire un agriculteur conventionnel, voilà, à qui on dit, «Eh ben, écoutez, les scientifiques ont montré en colza, tournesol, vous diminuez les insecticides, vous allez augmenter votre revenu». C'est contraire à ce qu'on lui a appris, dans les écoles, d'agriculture ou d'agronomie, et s'il a envie de le faire, en fait, c'est lui qui va prendre 100 du risque de la récolte. Ça veut dire que si un agriculteur se tourne vers l'agroécologie, on sait bien qu'au début, c'est compliqué parce que, les mutualistes, les symbiotes, les auxiliaires, ils mettent parfois plusieurs années à revenir et donc ça va entraîner et ça peut entraîner des pertes de revenus, parfois importantes pour l'agriculteur, et en fait, actuellement, tout le poids de la transition écologique repose sur les épaules des agriculteurs à qui on demande de prendre 100 du risque financier. Et je vois bien que pour les agriculteurs, quand il y a un truc qu'ils peuvent changer, on va dire, sans frein financier, et ben, ils sont d'accord de le faire. Les agriculteurs, ils sont d'accord de faire revenir de la biodiversité dans les champs. Ils sont près du vivant. Eux, on va dire, mon petit exemple sous la tente, ils le vivent tous les jours, sur Mmh. leur tracteur quand ils vont voir leur récolte. Je pense que, étaler, ce risque financier sur l'ensemble des acteurs des chaînes de production, ça veut dire à la fois les transformateurs et les distributeurs, permettrait, que, les agriculteurs aillent plus facilement vers l'agroécologie. Et c'est vrai, alors je suis pas une professionnelle de l'assurance, mais moi j'ai imaginé, que si on pouvait, quand un agriculteur décide d'aller, vers des mesures agroécologiques, on pouvait, les distributeurs et les transformateurs pouvaient lui offrir une assurance, rendement.
dont les modalités sont bien sûr à définir. L'agriculteur n'ayant plus de risques financiers sur cette transition écologique serait beaucoup plus à même, de tester des choses. Et je pense que lever le frein financier à la transition par un système, d'assurance, serait un levier puissant. Parce que les agriculteurs, ils ont pas envie d'être assistés, par des subventions. Ils aiment la biodiversité, ils ont juste moyen, qu'on leur donne les moyens de faire cette transition. Mmh. Et et ce système d'assurance, en fait, il existe des marques aujourd'hui qui commencent à faire ça, qui commencent à accompagner, justement, les producteurs dans leur transition et elles fournissent ce qu'on appelle, soit un accompagnement donc lié à la transition et elles vont, compenser, la perte de chiffre d'affaires, qui peut être liée, du coup à la transition, quoi. Et effectivement, c'est ça qui permettrait, de les mettre un peu plus en sécurité et d'accélérer cette transition, quoi. Donc, OK. Ce qui est important aussi, c'est que, les pratiques dont tu parles, c'est souvent sur une seule culture. C'est-à-dire les agriculteurs vont avoir, un contrat pour, des fruits ou alors, un contrat, pour, des pommes de terre. Mais en fait, il faut réfléchir à la transition agroécologique, à l'échelle de la parcelle. Et là, la solution dont tu parles, elle concerne souvent qu'une seule production Mmh. et donc c'est important de développer, tout ça à l'échelle, de l'exploitation agricole entière. Mmh. Voilà. Et de travailler aussi, la partie, un peu tout ce que tu as, fait, en amont, dans les champs de cassis, c'est travailler, toute la partie preuve en quelque sorte, même si on sait qu'aujourd'hui il faut plus que des preuves et il faut des accompagnements financiers et cetera, mais toute la partie, presque pédagogique qu'on peut avoir en amont, de réexpliquer le pouvoir, même s'il y a rien de magique, mais le pouvoir des écosystèmes dans juste la production de produits alimentaires de manière durable, quoi. Donc, C'est vrai qu'on est beaucoup, d'agronomes, hein, chercheurs, à travailler là-dessus. Mais c'est vrai qu'on doit, renverser cette tendance qui était sur toujours plus de produits, des produits de plus en plus toxiques et là, on revient un petit peu en arrière et il faut juste comprendre qu'on a un peu jeté le bébé avec l'eau du bain mmh, et que maintenant on a besoin, voilà, de retrouver nos symbiotes, que ça soit des pollinisateurs, des parasitoïdes, des petites coccinelles ou, des micro-champignons du sol. parfait. Merci beaucoup Marie-Charlotte. On n'a pas eu de questions pendant le direct, faut croire que c'était très clair. C'est le moment si vous avez envie de poser des questions, directement dans le chat, vous pouvez. Moi, je vais en profiter, du coup, peut-être pour vous partager, des éléments, pour aller plus loin. Je vous ai parlé en introduction, du podcast, Chaleur humaine, je vous le repartage. Comme ça, voilà, si vous voulez aller, c'est globalement la même histoire, mais si vous voulez avoir, un autre récit, c'est intéressant. Voilà. Je vous partage aussi, une étude qu'on a sortie, avec Rivage en mars dernier, qui s'appelle «Intégrer le vivant au cœur des entreprises» et on a interrogé, notamment, des entreprises de l'agroalimentaire, et on raconte dedans comment est-ce qu'elles font, pour accompagner, leurs producteurs. Donc il y a à la fois des petites entreprises et des gros acteurs. Donc voilà, si ça vous intéresse, d'aller, creuser ça aussi, on le raconte un petit peu dans cette étude. Voilà. Et puis, je vous partage aussi des liens pour, nous suivre sur, les réseaux sociaux, sur notre page YouTube, pour vous abonner à notre newsletter aussi si vous voulez, parce qu'il y aura, d'autres webinaires qui vont arriver à la rentrée après les fêtes.
voilà, bah, on n'a pas de questions. Heu, Bah, c'est pas grave. Merci beaucoup, Super. merci beaucoup Marie-Charlotte. On va vous envoyer du coup un mail, avec le replay si vous voulez le reconsulter, le repartager, en parler autour de vous parce que vraiment ce récit est moi je trouve, assez, je donne toujours ton exemple Marie-Charlotte maintenant quand je veux illustrer la manière dont les services écosystémiques ont un rôle, bah, juste dans le modèle économique d'une entreprise, je donne souvent ton exemple quoi donc merci. Ah, merci à toi. Et merci à tout le monde, d'avoir été présent. Très bonne journée et puis, à bientôt. Au revoir Marie-Charlotte. Au revoir.